Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 175e rencontre d'endroit où aller. Ce soir, nous avons la joie d'accueillir Martin Mongin qui a écrit un livre particulier qui vient de sortir aux éditions Pocket. Il est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Francis Rissin, le voilà. Pour l'interroger ce soir, nous avons Nicole Greninger qui chronique dans le blog Mot pour Mot et qui fait partie aussi de l'association Les 68 premières fois. Nous accueillons aussi Perrine Bréon qui est éditrice aux éditions Pocket et surtout ce soir nous avons une librairie partenaire qui est la librairie Dialogue. Alors on a fait ça bien parce que Martin, je crois que vous êtes breton. Donc la librairie Dialogue est la plus grande librairie du Finistère et il y a plus de 120 000 références là-bas. Il y a une équipe de libraires qui est formidable, donc je vous engage à aller chercher Francis Rissin à la librairie Dialogue et vous pouvez aussi l'acheter sur leur site librairiedialogue.fr. Avant de vous laisser la parole, nous allons rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Martin par mon intermédiaire. Et pour l'ouverture de cette rencontre, je donne la parole à Perrine. Oui, bonsoir à tous. Merci aux fidèles de ces soirées, un endroit où aller, des rendez-vous désormais incontournables et quasi quotidiens, présentés par Nathalie et Frédéric. Alors, bravo à toutes les deux pour ce travail de dingue que vous faites depuis un an. C'est extraordinaire. Et pour nous, éditeurs, libraires, auteurs, lecteurs, c'est vraiment une chance en ces temps un peu difficiles et confinés de pouvoir avoir ces rencontres. Donc vraiment, merci beaucoup. Ce soir, le but de cette soirée et de l'échange qui va avoir lieu entre Martin et Nicole, c'est de savoir qui est Francis Rissin. Très vaste programme. Donc pour cela, nous avons invité Martin, qui est une des rares personnes à avoir percé le secret de Francis. Francis Rissin, c'est vraiment un objet littéraire non identifié. C'est une expérience de lecture absolument unique. Bravo Martin, pour un premier roman, c'est extraordinaire. Vivement le deuxième, on est bien à fond. Et voilà, je te laisse en compagnie de Nicole, qui est une fan de la première heure et qui, elle aussi, abat un travail colossal sur les blogs et sur effectivement ces 68 premières fois qui sont extraordinaires. Et je remercie moi aussi la librairie Dialogue. Je ne suis pas loin non plus, exilée dans le fin fond du Finistère pour vivre toute cette période. Donc ce soir, la soirée est bretonne et c'est une bonne chose. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et merci à toute l'équipe. Alors nous, avec Perrine, on va partir et on va vous laisser dialoguer. Donc on vous souhaite une belle rencontre et moi je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci. Bonsoir Martin. Bonsoir Nicole. Voilà, on se retrouve en tête à tête. Oui, on s'est croisés en fait pour ta soirée de lancement. C'était en septembre 2019, puisque Francis Rissin faisait son apparition sur le marché littéraire, on va dire, voilà, sur la scène littéraire, avec une histoire d'ailleurs sympathique, puisque il est arrivé par la poste aux éditions Tusitala, qui l'ont donc publié illico, et que Pocket s'est empressé d'optionner pour cette nouvelle vie, donc qui a démarré la semaine dernière. Tu vas bien ? Ça va bien. Tu es bien installé ? Installé, je suis au deuxième étage de la maison. D'accord. Tranquille. Tout le monde est en bas en train de faire la cuisine, donc a priori, je ne vais pas être dérangé. D'accord, donc ils t'attendent juste pour le dîner. Exactement. Tu as vu, j'imagine, l'exemplaire, le nouvel exemplaire donc, de Francis Rissin. Il y a quelques jours. Tu as découvert donc ces fantastiques verbatim, cette collection de verbatim tirés de la presse, des libraires, des auteurs. On aurait pu ajouter aussi des lecteurs, puisqu'il a eu effectivement 18 mois de vie, avec des adjectifs tous plus dingues des uns que les autres. On dit fou, étrange, addictif, vertigineux, obsédant, époustouflant, démentiel, malin, inclassable, joueur, brillant. Je t'ai plus. Non, je t'ai plus. Et puis un maître mot quand même qui est insaisissable.
pour parler bien sûr de Francis et du livre parfois. Donc, première question, j'aimerais bien savoir d'où vient Francis Rissin dans l'esprit de Martin Mongin. Qui est-il pour toi, en tout cas Voilà. Oui, c'est une question complexe dont je ne suis même pas forcément sûr d'avoir la réponse. Hein. Sûr. Sans doute, hein, quand même, moi, je me suis intéressé pendant de longues années à la question du pouvoir. J'ai une formation en philosophie, donc c'est plutôt par l'angle philosophique que j'ai pu m'intéresser à cette question-là. Et peut-être que j'ai eu le sentiment que la philosophie, elle ne répondait pas à un certain nombre de questions que moi, je pouvais me poser. Et par exemple, la question de qu'est-ce qui fait qu'un individu lambda, ou en tout cas comme les autres, se dit un jour comme ça dans sa tête, bah, tiens, c'est moi qui serais le plus à même de relever un pays, ou c'est moi qui serais le plus à même d'être le sauveur de la nation. Ou... Qu'est-ce qui se passe dans une tête pour qu'un jour on en arrive là quand même? Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe aussi dans la tête des gens qui se disent le monde va mal et on a besoin d'un sauveur et on attend un sauveur, on attend un homme providentiel. Et j'ai l'impression que c'est des questions finalement à laquelle oui, la théorie ne répond pas forcément. Et peut-être que si j'ai imaginé ce livre, c'était aussi de chercher par des moyens littéraires d'essayer de donner des pistes de réponse à ces questions-là, quoi. C'est comme ça que se sont imposés à toi ces 11 parties, ces 11 chapitres qui viennent parler à chaque fois, enfin qui sont traversés par Francis Rissin. Mais comment en fait cette construction s'est imposée à toi? Qu'est-ce qui a fait qu'au lieu de nous produire un livre très linéaire pour explorer ce sujet, tu en sois venu à cette sorte de puzzle? Oui, ben je ne sais pas d'ailleurs s'il faut préciser un peu à l'attention des gens qui nous regardent, hein, mais le livre, en effet, il est construit autour de 11 chapitres qui finalement peuvent sembler détachés les uns des autres. À premier regard, en tout cas, on pourrait avoir l'impression que c'est un recueil de nouvelles. Et chacun de ces chapitres, il ressort un registre littéraire particulier. Donc, on a un chapitre, c'est un peu une enquête policière. On a un chapitre, c'est un peu sous la forme du journal intime. On a un chapitre, ça va plus lorgner du côté du fantastique, bon, etc. Il y a un peu un jeu comme ça. Et moi, j'avais l'impression que peut-être cette question-là, la question du pouvoir, mais sans doute ce n'est pas la seule, mais on ne peut pas y répondre comme ça de manière unilatérale. Et moi, j'aime bien ce côté un peu mosaïque ou kaléidoscopique qui permet de prendre un thème ou une question ou un personnage par plein d'angles différents. Et on se rend compte que la vérité, finalement, elle n'est pas dans un discours ou dans une manière de dire ou de raconter, mais finalement, la vérité, elle surgit, toujours incomplète évidemment, mais elle surgit de la somme ou l'agrégation de ces différents points de vue. Voilà, il y a quelque chose qui surgit un peu au-dessus de ces différents points de vue, quoi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les points de vue, le lecteur se voit face à des points de vue qui changent sans arrêt et qui, en plus, le prennent parfois à contre-pied. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avancer dans un sens et puis tout d'un coup, on a un petit croche-pied qui nous fait revenir en arrière, sans parler des distorsions, enfin pas des distorsions, mais des écarts temporels qui font qu'on est perdu à la fois dans le passé, dans l'avenir et dans le présent aussi, parce que bon, de toute façon, on est un petit peu perdu. Mais effectivement, le changement de point de vue est important. Ouais, c'est un roman qui se joue un peu de la logique et de la chronologie et même de l'identité des personnages. Bon, mais moi, ça répond un peu aussi à la question précédente, c'est que j'avais l'impression que finalement, il n'y a que la fiction et il n'y a que des moyens fictionnels et romanesques qui permettent peut-être en fait de saisir, parce que justement, ils permettent de jouer avec tous ces effets-là, de jouer avec le temps, de jouer avec l'espace, de jouer avec les identités des personnages. Ce que évidemment un documentaire serait bien incapable de faire, ou un essai. Et dans le roman, il y a une liberté qui est finalement peut-être, qui parvient peut-être à saisir de manière plus juste
ce que peut être, là en l'occurrence, la question du pouvoir et notre rapport au pouvoir et tout ce que ça vient agiter un peu aussi dans notre tête en termes de fantasmes, de rêves, de projections, de désirs, bon, voilà. Mais peut-être oui, parce que peut-être on pourrait juste préciser que le roman commence par l'apparition d'affiches un peu énigmatiques sur les murs, les façades des immeubles, sur les arbres, dans les villes et dans les campagnes. Et sur ces affiches apparaît seulement un nom, et ce nom, c'est Francis Ricin. Et évidemment, tout le monde se demande d'où ça vient, qui est ce Francis Ricin. Et c'est évidemment une question qui traverse le livre. Mais un grand nombre de personnes, et de plus en plus finalement, se demandent si ce Francis Ricin qui est venu afficher comme ça son nom un peu comme un candidat pendant une campagne présidentielle, est-ce que ce Francis Ricin finalement c'est pas l'homme providentiel qui va nous tirer de tous nos tracas et qui va résoudre tous les problèmes qui se posent au pays et nous sortir du marasme dans lequel oui on est plongé. Bon. Et donc, la foule s'emballe, tout le monde se met à nourrir un espoir incroyable en ce Francis Ricin dont, en effet, on a vu que le nom sur des affiches. Hein. Et puis, il y a une machine qui s'emballe, et puis le pouvoir en place commence à s'inquiéter, se demander mais qui est ce rival ou ce challenger qui surgit comme ça et qui est capable d'emporter les foules. Bon, voilà. Et puis, c'est comme ça que l'intrigue se met en place, en tout cas. Et là, on se retrouve avec un thème de l'homme providentiel qui résonne beaucoup lors de sa sortie en 2019 avec l'actualité. Enfin, bon, ça aurait pu être l'actualité des 10 dernières années, mais qui résonne encore plus là, maintenant. On a presque envie de se demander qu'est-ce que nos attentes, en fait, d'un Francis Ricin disent de nous, en fait. Oui, c'est qu'il y a tout ce jeu-là, en effet, j'ai l'impression que c'est un peu une question compliquée, mais sans doute qu'on peut avoir souvent un peu trop tendance à s'en remettre à la venue d'un prétendu homme providentiel, d'un sauveur de la nation dans lequel on place tous nos espoirs, au lieu peut-être parfois de se demander comment est-ce que nous, on ne pourrait pas aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire soi-même pour régler les problèmes, quoi. Et donc, il y a un peu ce fantasme du type tout seul qui va arriver sur son cheval blanc là, et qui va avoir la solution miracle pour résoudre tous nos problèmes. Et évidemment, et le livre, bien sûr, parle de ça, les hommes politiques qui se présentent alors aux élections présidentielles, mais sans doute à tous les types d'élections possibles, profitent bien évidemment de cette inclination qu'on peut tous avoir et jouent tous, d'une manière ou d'une autre, cette carte-là en disant « Regardez, c'est moi l'homme providentiel ou la femme providentielle. Regardez, moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis la rupture. Moi, je suis la révolution, etc. » Et oui, il nous caresse un peu dans le sens du poil, quoi. Oui, et puis on en voit, de toute façon, en se baladant dans le livre, on en voit tous les dangers et tous les envers de la médaille. Voilà, c'est intéressant à explorer, même si, de toute façon, on ne dévoile rien en disant ça sur l'intrigue. Non, mais on peut dire quand même qu'à mesure qu'on avance dans le livre et qu'on progresse dans ces différents chapitres, eh ben, on se rend compte que ce Francis Ricin qui, au départ, n'était qu'un nom sur une affiche, eh ben, progressivement, on va découvrir que des gens quand même prétendent l'avoir vu, des gens prétendent lui avoir serré la main. Plus on avance, plus finalement il va se charger de matérialité, comme si on s'approchait de lui, en fait, progressivement. Sauf qu'en fait, il y a un peu ce jeu et qui est un jeu avec le lecteur qui fait que plus on s'approche de lui, plus en fait, il va nous filer entre les mains et, voilà, et nous échapper. Et évidemment, ce sauveur ou cet homme providentiel ou cette femme providentielle est quelque chose d'insaisissable. Voilà. Complètement. Et qui finit par rendre le lecteur un peu paranoïaque. Hein. Enfin, bon, moi, c'est un petit peu… il s'est emparé de moi quand j'ai commencé à le lire et je ne pouvais plus faire autre chose, quoi. Il fallait que je sache qui était ce Francis Ricin et je cherche toujours, en fait.
pratiquement. Oui, Mais, c'est que c'est aussi, pour répondre à la question que tu disais tout à l'heure, enfin, et la question que beaucoup de gens posent, qui est Francis Trissin ou d'où est-ce que ça t'est venu, ce Francis Trissin? C'est aussi que parfois, on a l'impression des Francis Trissin d'en voir oui. sur nos écrans, d'en entendre à la radio, et sans doute, bon voilà, enfin, c'était mon idée en tout cas, c'est qu'en le lisant, le lecteur, ça lui, oui, ça fasse un peu tilt et qu'il se remémore des visages, des noms de Ah personnes. oui, 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 il y a quelques échos. Oui, Oui, il y a quelques c'est censé produire des échos. ouais, Ouais, ouais. absolument, absolument. Il y a un des verbatims en fait d'un des libraires qui est sur la couverture qui dit on le referme avec plus de questions que de réponses, mais n'est-ce pas justement le rôle de la entre parenthèses bonne littérature? Donc c'est une question qu'il pose et en fait oui, quel rôle joue la littérature pour toi? Est-ce que la littérature doit forcément être un jeu et quelles sont tes inspirations, en tout cas les inspirations dans lesquelles tu as pu puiser ce jeu machiavélique auquel tu convies le lecteur? C'est sûr que moi mais sans doute, enfin, il y a peut-être autant de définitions de la littérature que de lecteurs de littérature, je ne sais pas, hein, mais pour moi, c'est évident qu'il y a quelque chose de l'ordre du jeu. Après, peut-être ce que je pourrais dire, c'est que il y a peut-être plusieurs manières de jouer dans un livre, et c'est vrai que on peut avoir l'habitude, en tout cas, de ces enquêtes policières un peu à la Agatha Christie, où voilà, il y a un problème, il y a un meurtre qui a été commis ou quoi que ce soit, et puis au fur et à mesure du livre, finalement, on récolte les éléments qui vont permettre à la fin d'avoir la réponse précise, de savoir qui a tué, comment, etc. Où vraiment, la fin, elle réenveloppe tout le livre et il n'y a pas de zone d'ombre, quoi. Et moi, j'ai l'impression que, même si je trouve que c'est souvent enfin, c'est une manière très brillante, je trouve, de faire de la littérature, mais moi, j'en serais incapable parce que je trouve que c'est trop difficile. Enfin, qu'il y a, oui, un vrai talent, en tout cas, dans le fait de réussir à réenvelopper la totalité d'un livre et à lui donner un éclairage à la fin qui fait « Ah oui, c'est pour ça que c'est parce que c'est lui l'assassin que tout du long, en fait, les choses se sont passées comme ci, comme ça. » Bon. Et moi, j'ai l'impression d'être plutôt attaché à un autre type de jeu littéraire que peut-être dans le monde du cinéma, on pourrait comparer à ce que fait ou ce qu'a pu faire un David Lynch, par exemple, où on va jouer au contraire à sans arrêt creuser le mystère, quoi. Et chaque fois qu'on a l'impression d'avoir une réponse, eh ben, on se rend compte au chapitre suivant que ce n'était pas la bonne et que même c'est un mensonge, etc. Et que plus ça va, plus le mystère s'approfondit. Et moi, j'ai l'impression quand même que, malgré tout, un livre comme un roman d'Agatha Christie, eh ben, à la fin, on a le nom du roman, et finalement, quand on ressort de notre lecture, eh ben, les choses sont finies, et puis le livre, on peut le mettre dans sa bibliothèque, et voilà, on sait qui est le coupable, quoi. Et peut-être qu'un film comme David Lynch, ou peut-être qu'un livre comme Francis Trissin, eh ben, parce qu'on n'a pas les réponses aux questions, parce que le mystère n'a cessé de se creuser, eh ben, on continue à le porter avec soi après la lecture. Et c'est un livre peut-être qui vient se prolonger après, au-delà, quoi. Alors, je confirme, je confirme qu'effectivement, tu portes le livre en tant que lecteur déjà très très longtemps. En gros, il t'obsède pendant ta lecture et puis après, il continue à t'obséder très très longtemps. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de le relire. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai eu terminé, j'ai eu tout de suite envie de le relire. Et d'ailleurs, j'ai relu tout de suite le début qui m'a semblé tout à fait différent du début que j'avais pu lire. Enfin bon, je ne l'ai pas ressenti de la même façon en ayant lu le livre. Mais effectivement, je confirme qu'on est complètement obsédé et qu'on continue à y penser des mois plus tard. Et justement, donc si en tant que lecteur, on est comme ça, est-ce que c'est la même chose d'abord, toi, comment est-ce que tu as vécu tout ce temps, tout le temps de la création avec ce personnage? Combien de temps ça a duré et est-ce qu'on arrive à lui échapper ou en tout cas à s'en dépatouiller? C'est une bonne question aussi. S'en débatouiller complètement, ben, c'est pas sûr, puisqu'on est là ce soir à en parler ensemble.
Donc peut-être que Francis Rissin va me poursuivre toute ma vie. Et je ne sais pas si je dois considérer que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. De toute façon, il le dit, hein, vous croirez m'avoir enterré, c'est ça, je voilà. sais plus quoi, et je reviendrai aussi vrai que je m'appelle Francis Rissin. C'est ça? Ouais. Après, bon, peut-être plus, oui, dans le processus d'écriture, moi j'ai l'impression que moi j'ai un rapport à l'écriture qui va quand même beaucoup chercher du côté de l'inconscient, ou je sais pas, un peu des démons qui nous habitent, quoi. Et sans doute que ce personnage de l'homme providentiel, il fait partie un peu de ces fantasmes et de ces démons qui peuvent nous hanter. Et peut-être qu'on a tous un peu des monstres comme ça qui habitent notre esprit ou les tréfonds de notre esprit. Et là, d'une certaine manière, c'était une manière aussi de me décharger d'un certain nombre de choses et d'un certain nombre je ne sais pas comment dire ça, hein, mais il y a eu un peu une sorte de dimension cathartique, en tout cas, finalement de donner vie et de donner figure à tout un certain nombre de questions, d'intuitions vagues qui pouvaient rôder comme ça quelque part dans mon inconscient et qui ressurgissaient à chaque élection présidentielle, à chaque... Et donc, il peut y avoir un côté assez agréable dans le truc d'accoucher de son propre monde, enfin, d'accoucher de son monstre, quoi. Il y avait quelque chose comme ça. Et la gestation a duré longtemps? La durée, peut-être 2 ans, la gestation. D'accord. Ouais, peut-être 2 ans. Et bon, même si c'était ton premier roman publié, je pense que tu écrivais déjà auparavant. Est-ce que c'était déjà des choses qui transparaissaient dans tes écrits ou pas du tout? Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est de la forme, moi, avant Francis Rissin, j'avais plutôt une pratique de l'écriture qui était tournée du côté de l'essai. Alors voilà, essai politique, essai philosophique. Mais moi, mon intérêt, mon souci, c'était toujours d'écrire des textes où vient se brouiller la frontière entre la réalité et la fiction, quoi. Et cette frontière entre la réalité et la fiction, on peut la brouiller en écrivant des essais, ou en tout cas des textes qui se présentent comme des essais, et dans lesquels, en fait, on va s'amuser à mettre des citations qui n'existent pas, ou à inventer des auteurs qui n'existent pas, ou des références qui n'existent pas, etc. Et donc, en tout cas, à brouiller un peu comment on pourrait dire, le contrat qui normalement est passé entre l'écrivain qui écrit un essai et le lecteur qui lit un essai, parce que ce contrat, c'est un contrat autour de la véridicité de ce qui est dit. Et donc, moi, j'ai toujours eu un peu ce goût-là de rester sur le fil du rasoir, quoi. D'être ni tout à fait du côté de la réalité, ni tout à fait du côté de la fiction. Et moi, j'ai l'impression que c'est cette ligne-là qui m'intéresse et que j'ai envie d'explorer. Et finalement, Francis Rissin, c'est presque le même exercice, mais plutôt quand même du côté de la littérature, mais où on a l'impression qu'on nous raconte une histoire, on a l'impression qu'on est dans le domaine de la fiction, et en fait, par les échos qui sont suggérés, on se rend compte que ça touche à ce qui se passe là, en dehors de nous, et ça vient, peut-être, j'espère, éclairer le monde dans lequel on vit, quoi. Voilà. On peut l'espérer. Et du coup, pour ce passage, entre guillemets, à la fiction, parce que bon, on est toujours un petit peu sur le fil, est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont inspiré, enfin, pas inspiré, pas influencé forcément, mais que tu lis et dont tu apprécies particulièrement la démarche ou le travail ou les univers, et qui peuvent éclairer un peu tes sources d'inspiration? Vaste question. Oui. Mais pour commencer à y répondre, ce que je pourrais dire, c'est que moi, il n'y a pas un genre de livre ou un genre littéraire que je préférerais parmi les autres, hein. Et donc, je suis un lecteur de polar, de littérature fantastique, mais aussi d'essais philosophiques, de littérature plus classique, de textes anciens. Enfin, je sais pas, vraiment, enfin bref, et moi j'ai eu le sentiment que au moment d'écrire, finalement, j'avais pas forcément
ni l'envie, ni le besoin de me dire que j'allais me cantonner à un genre particulier. Et finalement, ce livre, je l'ai écrit aussi à partir de tous ces genres, de tous ces registres qui me sont familiers et qui me sont chers. Et donc, c'est pour ça qu'on va y trouver aussi bien un texte qui ressemble à du polar, un texte qui va plus chercher du côté du fantastique ou du roman politique, ou, bon, voilà, comme on le disait déjà tout à l'heure. Mais oui, Et tu t'es fait plaisir. Oui, non, voilà, moi j'ai peut-être un rapport ludique, en tout cas, avec la pratique de l'écriture, de ne pas pas prendre cette activité-là trop au sérieux. Et peut-être paradoxalement que c'est quand on ne la prend pas au sérieux que peut s'en dégager des effets de sérieux dans les échos que ça produit avec, encore une fois, la situation présente, le monde dans lequel on vit. Ça permet aussi de se lâcher un peu, parce qu'il y a des passages assez crus, assez intéressants. Je me reviens comme ça l'image du TGV, par exemple, qui... je me souviens plus exactement de l'expression exacte, mais bon, c'est assez imagé, on va dire, comme expression. Oui, puis bon, alors, j'ai l'impression aussi que d'un chapitre à l'autre, en fonction du type du genre littéraire dont il est question, je vais me permettre aussi certaines choses. Et c'est vrai que quand on est dans le domaine du polar, on se permet peut-être plus de choses que quand on est dans le domaine du journal intime. Encore que dans le journal intime, on peut aussi raconter des choses pas dans un polar. Mais c'est comme si chaque registre avait ses délires, en fait, ses délires possibles. Et moi, je me suis amusé aussi à un peu les explorer et à aller peut-être pas aussi loin que possible, parce que peut-être j'aurais pu aller plus loin encore, mais à essayer de pousser un peu les choses quand même à des effets, à des fins, oui, ludiques. Il y a une exploration en particulier qui est assez dingue, c'est celle du territoire français. Parce qu'il y a effectivement un ancrage incroyable. On voyage dans tous les recoins de la France, y compris des coins totalement ignorés. Alors, j'ai même vu quelquefois des retours sur les réseaux sociaux de gens qui n'en revenaient pas d'avoir entendu parler de tel bled, etc. Parce que bon, ils pensaient qu'ils étaient les seuls à le connaître. Quelle était l'importance pour toi d'ancrer cette histoire aussi fort sur le territoire national? Et est-ce que ça a nécessité un travail particulier de ta part? Alors, c'est deux questions en une. Un travail particulier, à la fois oui et non. C'est que moi, je suis un grand amateur de géographie, je voyage beaucoup, mais principalement sur le territoire français. J'ai un peu ce goût-là de partir avec le sac à dos dans des lieux un peu reculés et d'aller visiter les villages, d'aller rencontrer les gens, d'aller me perdre un peu dans les recoins et les replis du territoire. Après, j'ai aussi un goût très particulier, enfin très fort pour les cartes IGN, les cartes de randonnée qui sont très précises et dont moi que je considère presque comme des romans à part entière. C'est vraiment des cartes où chaque lieu, chaque nom de lieu, on a l'impression que nous raconte une histoire. Donc moi, j'ai un attrait particulier pour ces cartes-là et j'en ai fait grand usage au moment de l'écriture. Donc c'est que tous les lieux que je ne connaissais pas, il y a beaucoup de lieux que je connais où j'ai eu l'occasion d'aller dans le livre, mais ceux que je ne connaissais pas, je les ai arpentés sur mes cartes IGN, avec mon crayon à la main, et pour essayer de repérer des noms qui pouvaient avoir des consonances intéressantes et tout ça. Après, oui, pourquoi le territoire français? Moi, j'ai l'impression aussi que cette ambition un peu politique aussi du livre, moi, j'avais l'impression que ça avait du sens qu'elle parle de ce que je connais moi de la politique. Et voilà, moi, je vis en France, j'ai passé 40 ans dans ce pays. Et oui, et aussi, j'avais un peu cette idée quand même au départ de se demander, et ça va venir répondre un peu à la question aussi qui est Francis Ricin, c'est que je m'intéresse aussi par ailleurs à la psychanalyse et donc le truc de la psychanalyse,
c'est connu de tous, hein, mais c'est d'aller essayer de pénétrer un peu dans les tréfonds de notre inconscient pour aller voir qu'est-ce qui s'y cache. Et puis j'avais découvert il y a quelques temps qu'il y a un collectif qui s'appelle l'Agence nationale de psychanalyse urbaine et qui, eux, proposent de faire la psychanalyse des villes. Donc ils viennent dans une ville et puis ils y restent un certain temps, je ne sais pas combien de temps, et puis à l'issue de ça, ils sont allés questionner les gens, ils ont essayé de comprendre comment la ville fonctionnait, et à la fin, ils sont capables de dire « Ah ben voilà, quel type de pathologie la ville souffre ». Parce qu'évidemment, les villes ont aussi leur folie, leur délire, leur pathologie, etc. Et moi, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas amusant de transposer cette démarche à la France elle-même, quoi. Et donc, il y avait ce truc de, si on était des psychanalystes de pays et qu'on allait creuser un peu dans l'inconscient de la France, qu'est-ce qu'on y trouverait? Quel genre de démon on y trouverait? Quel genre de délire? Quel genre de folie? Et sans doute que là-dedans, on y trouverait Francis Rissin. Oui. Oui, en tout cas, c'est assez fantastique, très dépaysant. Il y a des descriptions extrêmement drôles. Enfin, bon, je pense qu'effectivement, tout le monde s'y retrouve un peu. À défaut de trouver Francis Rissin, on retrouve un petit peu de ces paysages d'enfance. Oui, et moi, j'ai un peu ce rapport aussi à la géographie, dans le sens où souvent, on peut avoir l'impression que, par exemple, les paysages ou les lieux des États-Unis sont des lieux qui possèdent une charge mythologique très forte. Et on peut avoir l'impression que quand on écrit un livre, c'est plus commode finalement que ça se passe alors, à New York ou sur la route 66 ou je ne sais pas où, parce que d'emblée, il y a un imaginaire qui s'y attache et qui parle à tout le monde. Et évidemment, tout le monde connaît le Grand Ouest américain, les grands espaces, etc. Et moi, je trouvais ça amusant aussi, encore dans le côté ludique, d'essayer par les moyens de la littérature aussi, de donner une charge mythique et de créer un imaginaire autour de lieux qui, a priori, en ont beaucoup moins. Hein, donc, il y a des petites villes, des petits villages comme ça de l'Est de la France qui apparaissent dans le roman. Et c'est sûr qu'a priori, ce n'est pas des lieux qui paraissent comme ça chargés d'un imaginaire très fort. Voilà. Et comment réussir par le biais de la fiction à leur en donner un, en fait, et à les charger, à en faire des lieux de l'imaginaire, en fait. Est-ce que du coup, la ville de Josselin est ravie d'avoir vu la naissance de Francis Rissin? Eh ben, c'est une bonne question. Ils t'en ont pas parlé? C'est une bonne question. Je ne suis pas encore allé en parler avec tes élus? Avec les élus josselinais, mais ce serait amusant d'aller leur poser la question. D'accord. Je sais que le livre a circulé quand même à Josselin, ouais. Mais je ne sais pas si les élus l'ont eu entre les mains. Et alors, avec tout ça, puisque bon, le livre, oui, donc il a 18 mois d'existence, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer un peu tes lecteurs? Est-ce que tu as suivi un petit peu les retours ou alors, pour toi, une fois que le livre est terminé, distribué, en fait, tu le laisses vivre sa vie sans trop te préoccuper de ce qu'il en revient? Comment tu as vécu en fait ces premiers mois avec lui? Non, j'ai rencontré beaucoup de lecteurs. On a organisé, Michael et Carmela des éditions Tusitala ont organisé une grande tournée de présentation du livre dans les librairies. Nathalie nous rejoint. Elle va bientôt arriver, mais tu as tout le temps de continuer. Oui, je vous laisse. Non, ça a été des moments très chouettes dans le sens où malgré tout, l'écriture, c'est un travail relativement solitaire. Ou en tout cas, moi, j'ai une pratique de l'écriture très solitaire. Et tous ces moments en librairie et ces rencontres avec les lecteurs m'ont énormément apporté. Et oui, ils sont venus bien souvent apporter des regards auxquels je n'avais pas du tout pensé. Et on m'a même appris, par exemple, que j'avais fait pourtant une recherche très précise pour m'assurer qu'il n'y avait pas de Francis Rissin qui existait nulle part. Hein. Et c'était amusant parce qu'un jour, il y a une lectrice dans une librairie qui me dit « Ah, écoutez, est-ce que vous connaissez celui qui vit à côté de la frontière allemande ?»
le Francis Rissin. Non, Et ça m'avait un peu abasourdi parce qu'on se faisait souvent la blague avec Michael et Carmela qu'il n'y avait plus qu'à attendre maintenant que le vrai Francis Rissin nous appelle en disant mais écoutez, c'est un scandale, je n'ai pas donné mon autorisation pour ce livre. Mais j'avais l'impression d'être un peu protégé de ça en ayant choisi, en ayant inventé un nom a priori personne ne portait. Et c'était amusant que cette lectrice vienne. C'est presque. C'était les lecteurs qui venaient apporter du réel dans la fiction, quoi. J'avais trouvé ça vraiment chouette. Ah oui, et puis c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est particulièrement un livre qui a une densité qui fait qu'on dit toujours qu'en fait, il y a autant de livres que de façons de le recevoir par un lecteur. Mais bon, je pense que là, on est encore dans une situation pleinement de densité et de différence de perception. En tout cas, moi, ce que j'ai pu en lire. Donc, est-ce que toi, tu l'as ressenti aussi dans les retours que tu as pu lire? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Non, mais c'est sûr que c'est un livre dans lequel il peut y avoir des trajectoires différentes, en fait, sans doute. Et non, moi, ce qui m'a surpris, mais tu l'évoquais un peu tout à l'heure, hein, mais c'est que j'ai eu l'impression que c'est un livre que les lecteurs se sont facilement appropriés parce que chacun avait l'impression d'y entendre une résonance à une expérience particulière qui était la sienne et s'étonnait que ça puisse exister dans le livre, quoi. Alors, c'était beaucoup par rapport à la géographie, mais pas que. Ouais, c'était comme s'il parlait un peu à tout à chacun et comme si chacun avait l'impression qu'il était écrit pour lui, quoi. Voilà, donc ce qui est quand même vraiment, ouais, c'est agréable de recevoir ça, quoi. Un lecteur qui te dit qu'il a l'impression que le livre, tu l'as écrit exprès pour lui. Quand j'ai reçu ça, avec en plus un phénomène, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de secte qui s'est créée autour de Francis Rissin, une sorte de communauté. Il y a ceux qui ont vécu l'expérience, hein, qui en sont en gros, et puis il y a les autres qui ignorent encore ce qu'est Francis Rissin, mais j'espère qu'ils vont être encore plus nombreux à du coup le savoir. Je vois que Nathalie commence à faire des gros yeux. Il y a des questions peut-être? Oui, il y a beaucoup. Alors, tous les fans de Francis Rissin sont là, on les salue. Il y a Zazie, il y a Nicolas, il y a Charlotte. Ils sont tous là. Il y a même le chat de Nicole qu'on entend depuis tout à l'heure. Oui, je suis désolée. Non, mais on le salue aussi. Il s'exprime, donc autant le mentionner. Donc le voilà, ce livre, parce qu'il y a beaucoup de. Alors, je ne sais pas si on le voit bien là. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la couverture est sublime, qui est magnifique. En effet. Donc, voilà, on salue aussi nos amis de chez Pocket qui ont bien travaillé sur la couverture. Il y a un premier message de Chantal qui dit que tout l'intérêt du roman, c'est qu'on peut l'emporter sur une île déserte parce qu'en un roman, on en a 11. Je confirme. C'est pas mal. Il y a aussi un message de Delphine pour Nicole qui dit que de toute façon, Nicole n'aura jamais fini avec Francis. Jamais. C'est la fan absolue. Donc, il y a une première question, une vraie question. C'est Catherine. J'ai entendu hier soir Hervé Letellier parlant de l'Oulipo. Francis Rissin, Martin Mangin, un collègue des Oulipiens avec ce puzzle ou pas? Oui, sans doute qu'il y a des échos, en tout cas, au texte de l'Oulipo. Après, dans sa forme, c'est pas... ça ressemble quand même, quand on l'ouvre, quand on le lit, ça ressemble à un roman classique, hein. Il n'y a pas de jeu formel avec des... Enfin, oui, il y a un jeu formel, mais ça se présente vraiment comme un roman. On a l'impression de lire une histoire, hein, et donc ce serait trop fort peut-être de dire que bon, il y a un héritage, c'est sûr. Mais je ne me considère pas comme un... Bon. Non. Allez. Même pas un petit peu. Même un petit peu. Allez. Un petit peu. Anne, alors je sais qu'on a parlé du temps d'écriture, mais Anne voudrait savoir combien de temps vraiment ça a pris entre le temps où vous avez eu l'idée d'écrire Francis Rissin, le début et l'écriture. Ouais, c'est dur de mesurer ça, hein, parce que moi j'ai l'impression que le jour où on commence à prendre des notes sur un papier, on se rend compte que ça faisait déjà un moment en fait qu'on avait ça dans la tête et que c'était en train de fermenter. Donc je ne sais pas, hein, mais ça s'étale sur quand même plusieurs années.
il y a eu, je ne sais pas, hein, peut-être ça m'a... Mais comme je le disais là au début de la soirée, hein, c'est que moi, je me suis intéressé à la question du pouvoir bon, par le biais de la philosophie, mais voilà, ça, pendant des années et des années, je me suis intéressé aux travaux de Michel Foucault, de Gilles Deleuze, de Jacques Rancière, voilà, qui parlent vraiment de ces questions-là, hein, qui parlent de la question de l'élection, qui parlent de la question de qu'est-ce que c'est la question de la représentativité. Bon, voilà. Donc moi, j'étais plein de ces questionnements-là. Alors, est-ce que ça faisait déjà partie du travail de création du livre? Peut-être que c'était déjà... Hein, donc ça remonte loin, en tout cas. Et après, le travail de l'écriture à proprement parler, ben oui, c'était peut-être 2 ans. Bon, voilà, pas forcément à temps plein, pas forcément, mais bon, voilà, c'était quand même... ça faisait partie de mes activités principales pendant, oui, 2 grosses années, quoi. Et puis après, il y a ce truc une fois que le livre est achevé, moi j'ai un peu cette tendance-là d'avoir toujours envie de revenir dessus et de le relire, de le corriger. Et donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'avais fini par en faire au départ une petite auto-édition à quelques dizaines d'exemplaires, parce que moi j'ai l'impression que j'ai besoin que le texte il vienne s'objectiver dans l'objet livre pour me dire que ça y est, cette fois c'est fini et je ne peux plus rien y ajouter, quoi. Mais tant qu'il est sur mon disque dur ou tant qu'il est sur, sur des feuilles de papier, eh bien, il y a cette tentation de changer une virgule, changer un mot, ajouter une phrase ou en enlever. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui s'étale de manière forte. Ouais. Ça vous a fait quoi de le voir matérialisé dans une librairie, ce livre? Ben là, oui, non, là, c'est un sentiment fort, hein, d'avoir passé autant de temps en intimité comme ça avec ce texte, bon, là, en l'occurrence sur un écran d'ordinateur. Il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un accouchement, sans doute, hein, où on se sépare d'une partie de soi-même et en même temps le plaisir incroyable de le voir là, ouais, détaché de soi, quoi, et qui va vivre sa vie. Et moi, je trouve ça très chouette, le fait qu'une fois que le livre il existe, et c'est d'ailleurs aussi un thème du livre, hein, le thème de la création. Une fois que l'objet est créé, il nous échappe et il va commencer à vivre sa propre vie. Et on ne peut pas savoir à l'avance jusqu'où il va nous emmener, jusqu'où il va aller. Et le fait de le voir sortir en format poche, vous attendiez à ce qu'il sorte un jour en format poche ou pas Non, pas du tout, non. Non, c'était déjà une surprise incroyable de le voir exister en grand format. Alors là, le format poche, c'est la cerise sur le gâteau. Donc là, vous repartez parce qu'il y a vraiment eu un engouement, les journalistes, les libraires, les lecteurs. Vraiment. Là, vous repartez pour une deuxième tournée de grosses émotions, en fait. Exactement. Alors, il y a une question de Benoît qui vient d'arriver. Martin, crois-tu que Francis pourrait être un vrai candidat aujourd'hui? Et comment serait-il perçu? C'est toute la question, hein. Je sais qu'il y a des individus dont je ne donnerai pas le nom qui ont pour idée et pour envie de présenter une candidature Francis Rissin aux prochaines élections présidentielles. Je ne sais pas encore quelle forme ils vont donner à ça, mais ils ont cette idée-là. Peut-être ce que je pourrais dire, c'est que est-ce qu'il y a forcément besoin que Francis Rissin se présente sous sa propre bannière pour qu'on n'ait pas l'impression étrange qu'il y a aussi d'autres Francis Rissin qui sont déjà sur l'estrade à parader. On ne manquera pas de Francis Rissin aux prochaines élections présidentielles, soyons-en sûrs. Alors, il y a une jeune lectrice qui a 7 ans, qui s'appelle Adèle, et qui demande quel est ton livre préféré? Voilà, alors là, c'est la question piège. Hein. Et quand même, si, là, j'ai découvert tout récemment Jacques Abeille, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Les Jardins statuaires. Ça a été édité par les éditions Attila, réédité par les éditions Attila et par le Tripode, oui, au début des années 2000. Et je suis tombé là-dedans, là, et j'en suis pas sorti. Ouais. Les Jardins statuaires, ouais. Là, je crois que vous êtes donc en écriture ou pas loin du deuxième roman. Est-ce que ça met la pression pour écrire justement tout ce succès? Un deuxième roman, comment on se sent? Est-ce que vraiment ça fait peur? Parce que là, c'était votre premier roman, gros succès, vous avez été plébiscité. Il s'est passé, comme je disais, secte, c'est un peu fort, mais il y a eu tout un phénomène autour de Francis Rissin.
comment on se sent quand on doit se mettre au travail pour le second? Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il faut être à la hauteur? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que je change complètement? Vous allez sûrement changer effectivement de style. Comment ça se passe à l'intérieur de votre tête? Ouais, je pourrais dire qu'on n'écrit pas le deuxième comme on écrit le premier. Hein. Et évidemment, on ne peut pas s'enlever de la tête ce qui s'est passé jusque-là. Et le premier roman, on l'écrit vraiment tout seul avec sa machine à écrire ou son écran d'ordinateur. Éventuellement, c'est les rares proches à qui on peut faire relire des extraits, tout ça. Mais j'ai l'impression que le deuxième, on est maintenant entouré de tout un ensemble de personnes, que ce soit des lecteurs, des éditeurs, des gens comme Nicole. Voilà, il y a une communauté finalement qui s'est créée et on ne peut pas oublier qu'elle est là. Après, moi, ce que je pourrais dire aussi, c'est que à la fois il y a ça, et en même temps, dans le présent de l'écriture face au clavier, et de la machine à écrire ou de l'ordinateur, eh ben, il arrive toujours un moment où la communauté s'efface et on se retrouve avec une autre communauté, mais c'est la communauté des personnages et la communauté des êtres qui apparaissent dans le livre, quoi. Donc il y a toujours ce jeu de va-et-vient, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus seul, quoi. En tout cas, on pourra saluer le gros travail de Nicole parce qu'elle a tellement adoré ce livre qu'elle a été prescriptrice. Il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté parce que Nicole a acté pour ça. Donc, moi, je voulais aussi le saluer. Nicole, elle écrit de belles chroniques sur son blog mot pour mot. Donc, je vous engage à aller le voir. Elle est aussi membre permanent de cette belle association qui sont les 68 premières fois. Salut chaleureusement Charlotte qui est là, qui nous regarde. Est-ce que Nicole a une dernière question à poser à Martin? Écoute, non, là j'avais épuisé, tu me prends de court. Non, parce qu'il y a Si une petite qui est qu'est-ce qu'on écrit après ça? Ouais, qu'est-ce qu'on écrit après Francis Rissin? Nicole, elle veut le sujet de votre prochain livre, elle est maline. Pas forcément, mais en tout cas. Bon. Ouais, c'est pas forcément simple pour moi de répondre à cette question, mais juste ce que je pourrais dire, c'est que quand dans le premier livre il est question d'un monstre, et ben, la seule manière d'en écrire un deuxième, c'est de remplacer un monstre par un autre monstre. Et dans ce deuxième livre, il sera aussi question d'un monstre. Voilà. Donc, vous êtes tous prévenus. Il va y avoir encore un deuxième Olny qui va arriver en librairie bientôt. On est ravis. En tout cas, nous, on était ravis de vous avoir ce soir parce que c'est pas souvent qu'on a un philosophe si jeune parmi nous. Et justement, j'avais envie de vous poser quelle est l'influence justement de la philosophie sur votre écriture? Ben, je pense qu'elle est totale. Hein. Moi, j'ai une formation, j'ai fait des études de philosophie, j'ai lu énormément de philosophie, j'en lis encore beaucoup. Mais oui, peut-être, je l'évoquais tout à l'heure, mais peut-être que moi, j'ai eu l'impression, ou en tout cas, c'est une impression qui s'est vérifiée avec le temps, qui s'est ancrée avec le temps, que toutes ces questions philosophiques qui se posent à moi depuis bien longtemps et qui sont la raison pour laquelle j'avais fait des études de philosophie et je m'intéresse à la philosophie, en fait, peut-être que pour y répondre, eh ben, la fiction et la littérature m'offrent plus de moyens, finalement, plus de liberté presque, d'y répondre que le genre de la philosophie lui-même, qui est peut-être beaucoup plus cadré, beaucoup plus... voilà. Donc c'est peut-être... c'est de la fiction qui répond à des questions philosophiques, peut-être je pourrais dire ça comme ça, où il est toujours question de questions philosophiques. Alors, il y a beaucoup de messages qui vous remercient pour ce fabuleux livre, que la rencontre a levé un peu le voile sur l'énigmatique Francis Rissin. Donc voilà, il n'y a que des messages très chaleureux. Vous avez vraiment un public de lecteurs qui sont là, qui vous attendent. Donc je voulais vous transmettre cela. Ils sont très fans de Francis, mais ils sont surtout fans de Martin Mongin, une écriture qu'il faut retenir. Donc il est là, ce livre. Il s'appelle Francis Rissin. Il est sorti la semaine dernière aux éditions Pocket. Vous le trouverez dans toutes les librairies de France, et particulièrement à la librairie Dialogue, qui était notre librairie partenaire ce soir. Allez voir les libraires de chez Dialogue, c'est une équipe de passionnés. Vous le trouverez aussi sur leur site, je répète, librairiedialogue.fr. Vous pouvez aussi l'acheter chez nous sur notre page unendroitoualler.com, vous serez redirigé vers une librairie indépendante. Avant de vous laisser le mot de la fin, Martin, je veux dire que demain on se retrouvera avec Hélène Frappa, qui viendra nous parler de son sublime livre qui s'appelle Le Mont Fuji n'existe pas,
pas, qui est paru aux éditions Actes Sud. Un grand merci, Nicole, d'avoir été là ce soir. Merci à vous. Rencontre. Martin, merci aussi d'avoir été là. Je vous laisse merci Nathalie, merci Nicole. Le mot de la fin, peut-être une conclusion de Martin. Oui, non, s'il y a une seule personne qui serait en mesure de dire le mot de la fin ici, c'est évidemment Francis Ricin. Francis, où es-tu? Francis sort de ce corps. Un grand merci aussi aux éditions Pocket qui nous font confiance et qui sont toujours là pour les soirées, un endroit où aller. Je vous souhaite tous les deux une belle soirée, une bonne continuation. Merci à ce livre, lisez-le. Si vous avez eu la chance de ne pas l'avoir lu encore, vous allez faire une belle découverte. Un auteur à découvrir, donc c'est Francis Ricin de Martin Mongin. Bonne soirée à vous deux et à très bientôt pour les autres. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.